Bonjour à tous et bienvenue dans Mon lycée à la maison 2.0. Aujourd'hui, une vidéo sur le chapitre 10 de chimie sur la transformation chimique. Alors, on va débuter par un petit peu de vocabulaire sur la transformation chimique. Petite parenthèse, rappelez-vous les abréviations transformation chimique, le XI ici, qui permet d'aller plus vite et de gagner du temps sur tout ce qui est chimie, chimique, etc. Alors le vocabulaire associé à la transformation chimique. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on va faire une transformation chimique dans un système particulier, dans un milieu. Quand vous êtes, par exemple, on fait le parallèle avec la cuisine, eh bien votre réaction, elle va se passer, votre transformation chimique, par exemple dans un plat, dans un saladier, dans un moule à gâteau. Donc ça, c'est votre endroit. Et donc l'ensemble de ce que vous allez mettre dedans, l'ensemble des espèces chimiques présentes, c'est ce qu'on appelle le milieu. Et donc ce milieu, c'est notre système chimique. Donc il va falloir connaître notre système chimique. À l'intérieur de ce système chimique, on va en parler un petit peu après en détail, à l'intérieur de ce système chimique va donc se dérouler une transformation chimique. Cette transformation chimique, contrairement à la transformation physique qu'on a déjà vue dans les chapitres précédents, cette transformation chimique, elle va faire intervenir des espèces chimiques qui vont être transformées. Dans la transformation physique, on avait une espèce chimique qui était conservée tout au long de la transformation, seulement son aspect, ses constantes, sa pression, température pouvaient changer. Mais par exemple, si on avait du minerai de fer solide qu'on faisait par exemple chauffer pour le faire fondre, on avait toujours du fer à la fin. C'est juste son aspect qui avait changé. Ici, on va faire transformer des espèces chimiques. Alors on va partir de quoi? On va partir tout simplement de réactifs. Les réactifs, ce sont les espèces chimiques qu'on a au départ, justement, dans notre système chimique, et ces réactifs vont être consommés, utilisés. Donc ces réactifs, ils sont consommés pour produire justement des produits. Donc les produits, c'est ce qu'on obtiendra à la fin de notre transformation chimique. Alors attention, produit dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qu'on utilise comme terme pour le début d'une opération. Par exemple, ah bah tiens, pour faire ça, tu as utilisé quel produit? Attention, dans une transformation chimique, ce qu'on a au départ, ce sont les réactifs, et on obtient les produits à la fin. Donc attention en termes de vocabulaire, ça peut être un petit peu piégeant. Donc on a nos réactifs qui vont être consommés, qui vont nous permettre d'obtenir des produits. Je reviens maintenant toujours sur du vocabulaire au système chimique. Le système chimique, il faut le connaître et un petit peu le décrire au départ. C'est un petit peu ce que je vous ai dit. Votre saladier au départ de votre recette de cuisine, vous allez regarder un petit peu ce que vous mettez dedans. On va pouvoir parler par exemple de ses caractéristiques physiques, à quelle température ou à quelle pression on est. Donc nous, ce sera peu le cas au lycée, mais plus tard, les conditions physiques, température, pression sont très importantes pour les transformations chimiques. On va faire aussi la liste des espèces chimiques présentes, c'est-à-dire des réactifs. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon saladier? J'ai mis de la farine, j'ai mis du sucre, j'ai mis des œufs, etc. Donc ça, c'est la liste des espèces. Et on va rajouter une troisième notion, c'est les quantités de matière, justement, des espèces chimiques, des réactifs qu'on met au départ. Quand vous faites un gâteau, quand vous faites une recette de cuisine, vous ne mettez pas les ingrédients dans des proportions n'importe lesquelles. Il faut savoir quelles sont les proportions de chaque ingrédient. Et voilà, en chimie, ça va être un petit peu pareil. Il va falloir connaître les quantités de matière de chacun des réactifs qu'on va mettre. Maintenant qu'on sait comment est notre système, on va lancer le chronomètre. Donc on va lancer notre réaction et on va pouvoir regarder son évolution au cours du temps. Donc comme je vous l'ai dit, les réactifs, c'est les espèces qui vont disparaître. Donc on va en avoir de moins en moins. Et ce qui va apparaître à la fin, ce sont les produits. Donc eux, par contre, vont augmenter en termes de quantité de matière. On aura un état initial, c'est le moment où j'ai déclenché ma réaction, déclenché le chronomètre. Par exemple, ça peut être le moment où vous commencez de mélanger vos ingrédients, ça peut être le moment où vous commencez de mettre à cuire quelque chose, etc. Donc ça, c'est notre état initial. Une fois que la transformation est terminée, on a notre état final. Jusque-là, c'est assez logique. Vous allez me dire, quand est-ce qu'on sait que la réaction, la transformation est terminée? Tout simplement, imaginons que vous fassiez des meringues. Des meringues, c'est du sucre et des blancs d'œufs. Vous en avez quelques-uns à disposition, vous les mélangez, vous faites votre pâte à meringue, vous le mettez à cuire, pas de souci. Puis là, vous regardez votre plan de travail, il reste des œufs, il reste du sucre.
On fait une deuxième tournée de meringue. Allez, c'est parti, on remélange, on refait des meringues. Et là, vous regardez votre plan de travail. Ah, il reste des blancs d'œufs, mais il reste plus de sucre. Bah donc, vous ne pouvez pas continuer. Vous ne pouvez pas faire des meringues avec un seul des ingrédients. Donc là, vous êtes sur la fin de ce que vous pouviez faire comme recette, comme transformation chimique. Il y a un moment, vous êtes bloqué. Il y a un des réactifs qui est complètement utilisé, complètement consommé, donc la réaction d'elle-même ne peut plus continuer. Ce réactif, justement, qui est en plus faible quantité que l'autre, qui oblige la réaction à s'arrêter, c'est ce qu'on appelle le réactif limitant. C'est lui qui empêche de continuer notre transformation. Sinon, la transformation d'elle-même va accepter de continuer. Tant qu'il y a des ingrédients, hein, on y va, on fait des meringues. D'accord? Donc voilà un petit peu ce qu'on va dire sur la transformation chimique. Alors, on va parler maintenant de l'équation de réaction. Alors, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit dans la première partie de la vidéo, de temps en temps, je parle de transformation chimique, de temps en temps de réaction chimique. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite sur le vocabulaire. La transformation chimique, c'est ce qui se passe au niveau, on va dire, moléculaire, microscopique. C'est-à-dire, un atome de telle espèce va réagir avec une molécule de telle espèce, etc. Des choses vraiment à l'échelle microscopique. Ça, c'est la transformation. Nous, à notre échelle, à nous, on ne peut pas étudier, observer et même faire tout simplement une transformation chimique. On n'est pas capable de manipuler des espèces microscopiques. Donc à l'échelle macroscopique, on va modéliser ça par ce qu'on appelle une réaction, qui va mettre en jeu des moles entières d'espèces chimiques à travers des millilitres, des grammes, des choses comme ça, qui vont être des choses que nous, on est capable de manipuler et d'observer. Donc ça, c'est la réaction chimique. Et une réaction chimique, elle va être, on va dire, formalisée par une équation. Une équation, c'est une recette. Tout simplement, vous mélangez 100 g de sucre glace et 3 blancs d'œufs, vous obtenez des meringues. Une certaine quantité de meringues. Voilà, ça c'est votre recette de cuisine dans n'importe quel livre de recette. Et bien on va faire la même chose avec une équation de réaction. Tout simplement, on va mettre les produits, les réactifs, pardon, qu'on a utilisés, vont donner des produits. C'est plus ou moins ce que j'ai écrit tout à l'heure sur la première partie de la vidéo. Sauf que mettre réactif donne produit, ça ne nous donne pas beaucoup d'infos. On va justement détailler pour chaque réaction quels sont les réactifs qu'on a utilisés. Donc j'ai le réactif par exemple A et le réactif B qui donnent, allez, imaginons le produit C et le produit D, qui sont des espèces chimiques différentes. Hein, je rappelle, on est dans la transformation chimique, j'ai transformé mes réactifs en produits, ce sont des espèces chimiques différentes, contrairement, encore une fois, à la transformation physique. Sauf que je ne mets pas 1 gramme de sucre pour un œuf, ou 1 kg de sucre pour un œuf. Il y a des proportions à respecter. Ces proportions en chimie, ça s'appelle les coefficients stoichiométriques. Stoichiométrique, c'est un mot un petit peu barbare, mais c'est un mot qui signifie tout simplement qu'on est dans des proportions en accord, cohérentes les uns avec les autres. Par exemple, je vais avoir besoin de A mol du premier réactif, puis de B mol, donc ça ce sont des nombres, A et B, et ça va me permettre d'obtenir C mol du C, D mol du D. Hein, on parle toujours en mol à notre échelle macroscopique. Donc ces coefficients stoichiométriques A, B, C et D, ce sont des nombres entiers, attention, des nombres entiers, jamais de nombres à virgule. Ce sont bien évidemment des nombres positifs, puisque c'est des choses qu'on utilise ou des choses qu'on obtient, il n'y a aucune raison d'obtenir des quantités négatives de matière, ça ne veut rien dire. Donc ce sont des nombres positifs et entiers, qui vont nous permettre de montrer que ce qu'on avait au départ, on l'obtient à l'arrivée. Hein, vous vous rappelez les lois de conservation de la matière. L'ensemble de réactifs que je vais utiliser, on va les désosser, on va les recombiner, d'accord, mais il faut que ça fasse la même quantité de matière à l'arrivée. Conservation de la matière. Voilà pour le principe d'une équation de réaction. Alors, on va voir maintenant ensemble 4 exemples d'équations de réaction que vous êtes censés connaître. Alors, j'ai volontairement écrit juste, voilà, pour m'en rappeler les espèces chimiques dont on va parler, mais il manque beaucoup d'informations, puisque tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait connaître notre système chimique de départ, notre milieu réactionnel. On avait parlé de pression, de température, mais on avait aussi parlé de faire le bilan des espèces chimiques présentes. Et faire le bilan des espèces chimiques, ça veut dire également donner
leur état de la matière. Donc on va prendre la première. La première équation, on voit qu'on a du carbone, du dioxygène au départ, qui nous permettent d'obtenir du CO2. Donc là, c'est ce qu'on appelle la combustion du carbone. Par exemple, un petit morceau de fusain qu'on va faire brûler, tout simplement, une combustion. Le carbone ici, au départ, il est sous forme solide. Donc il faut pouvoir préciser sous quelle forme se présente chacune des espèces chimiques. Ici, c'est un solide, petit s. Le dioxygène, évidemment, c'est un gaz. Et le CO2 qu'on va obtenir également sous forme gazeuse. Alors vous verrez que nous, on ne va pas beaucoup s'intéresser à ces petits états de la matière, mais au fur et à mesure qu'on va avancer au lycée, voire après, ça va être primordial de connaître les états de la matière parce que ça va influencer sur nos réactions. Donc ici, j'ai du carbone solide plus du dioxygène gazeux qui vont me permettre d'obtenir du CO2 gazeux. J'ai fait un bilan, il n'y a pas de souci. Maintenant, la question, c'est est-ce que cette équation est ajustée? Est-ce qu'elle est équilibrée? Je vous ai dit qu'une équation de réaction devait montrer qu'il y avait conservation de la matière. Donc, il faut que je vérifie, comme dans une égalité en mathématiques, que j'ai la même chose à gauche, dans mes réactifs, donc ce que j'ai au départ, et à droite, dans mes produits. Alors, je vais compter tout simplement tout ce qu'il y a. Alors, j'ai fait une vidéo sur un exercice comparable corrigé, donc je vous renvoie sur la vidéo si vous voulez un petit peu plus de précision. Ici, je vois que j'ai un carbone pour un carbone, 2 oxygènes pour 2 oxygènes. Donc globalement, si je mets le bilan de mes atomes, on est bon. Donc je peux dire que cette première équation est ajustée. Je n'ai plus rien à faire sur cette équation, je peux donc passer à la suivante. La suivante, ici, j'ai CH4, donc du méthane, du dioxygène, c'est un peu comparable à celle du dessus, qui me permettent d'obtenir du CO2 et de l'eau. Donc là, on est dans le cas de la combustion du méthane. Donc là, le méthane va se présenter sous forme gazeuse, cette fois-ci. Donc ici, je mets un petit G. Le dioxygène est toujours sous forme gazeuse. Le CO2 que j'obtiens est sous forme gazeuse. Et l'eau également sous forme gazeuse. Maintenant, il faut que je vérifie que j'ai bien une conservation de la matière. Donc je vais regarder un petit peu tout ça. J'ai ici un carbone. Oui, ici un carbone, c'est tout. Donc les carbones, c'est bon. On va continuer, mettons, avec l'oxygène. Ici, j'en ai 2 atomes d'oxygène. Ici, j'en ai 2, mais j'en ai un autre troisième ici. Ah, donc là, je vais être embêté parce que d'un côté, j'ai 2 oxygènes, d'un côté, j'en ai 3. Donc je sais que l'oxygène, il va y avoir un souci. Je vais regarder le reste également. Ici, 4 hydrogènes, CH4, 2 hydrogènes seulement. Ah, donc là, j'ai un souci. Donc il va falloir que je m'organise pour que tout soit équilibré. Bon, bah là, c'est assez intuitif. J'ai 4 hydrogènes, là, je n'en ai que 2. Ce que je peux faire, je vais le mettre en rouge, comme ça, je ne me perds pas. Bah, il suffit de dire que je vais avoir 2 molécules d'eau qui vont être produites à chaque fois. Donc, la molécule d'eau dans son ensemble, attention, les coefficients stoichiométriques ne se mettent pas à l'intérieur des formules, hein, parce que là, on changerait complètement nos espèces, c'est pas possible. C'est juste le nombre de molécules, mettons, qu'on va réussir à avoir, le nombre d'espèces. Donc là, je vais avoir 2. Alors, on ne le met pas, mais je vous le mets juste pour comprendre. C'est toute la molécule d'eau qui va être en double. Je vais obtenir 2 molécules d'eau. Donc 2 fois 2 hydrogènes, 4 hydrogènes, 4 hydrogènes. Les hydrogènes, c'est bon. Est-ce qu'en faisant ça, ça ne m'aurait pas aussi aidé pour les oxygènes? Là, j'en ai 2. Et là, j'en ai 2 fois 1. Donc 2 ici, ça m'en fait 4. Ici, j'en ai pas 4, j'en ai que 2. Ah bah tiens, on va faire la même chose. On va mettre un 2 devant. Donc pareil, ces parenthèses, je vous les mets une fois, mais bien évidemment, on ne mettra pas les parenthèses dans les équations, c'est juste pour comprendre aujourd'hui. 2 fois 2, 4 oxygènes, pardon. 2 fois 2, ici, oxygène. On est également équilibré. Donc maintenant, cette deuxième équation est équilibrée. Elle s'écrira CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. On va faire la troisième. Donc la troisième, c'est du fer solide que je vais faire réagir avec. Ah, première fois qu'on a ça. H+, ce sont des ions. Les ions, ils se présentent sous forme aqueuse. Donc, AQ pour aqueux, donc ça veut dire des ions en solution aqueuse, va me donner des ions toujours en solution aqueuse, et ici du dihydrogène gazeux. Alors, maintenant que j'ai mis l'état de la matière, est-ce que je suis équilibré? Ici, j'ai un fer. On est bon. Ici, j'ai un hydrogène, mais ici, j'en ai 2. Donc, comme tout à l'heure, naturellement, on va en mettre 2 ici. Donc, il va me falloir
un atome de fer pour chaque fois deux ions H+ ici. Alors bien évidemment, on parle en ions, mais on va parler en mol à notre échelle à nous, macroscopique. On ne va pas faire fonctionner que des ions un par un. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on prend un fer, il nous faudra 2 H+. Donc là, on est bon au niveau des atomes. Petite règle supplémentaire, il va falloir vérifier les charges également. Vous voyez, pour les premières, on n'avait pas de charge plus, moins, on n'était pas embêté. Mais maintenant, on a des charges qui sont apparues. Ici, les charges, j'en avais une positive pour cet ion H+, mais comme j'en ai pris 2 ions, j'aurai au total là-dedans 2 charges positives. Donc du côté des réactifs ici, en tout, j'ai 2 charges positives. Du côté des produits maintenant, le seul endroit où j'ai des charges, c'est ici, 2 charges positives. 2 charges positives ici, 2 charges positives ici. Je suis donc bien équilibré entre mes réactifs et mes produits. Donc celle-ci est bonne. La quatrième en bas ici, donc HCl, donc liquide, c'est du chlorure d'hydrogène, pardon, de l'acide chlorhydrique. Ici, NaOH, c'est de la soude, l'hydroxyde de sodium, donc également liquide. Va nous donner du NaCl, alors on va le mettre en aqueux, et de l'eau liquide de l'autre côté. Alors maintenant, on n'a plus qu'à compter également les atomes. On va commencer, mettons, par le chlore. Ici, Cl, j'en ai 1, c'est bon. Ici, le sodium, 1 ici, c'est bon. L'oxygène, 1 ici, c'est toujours bon. Hydrogène, 1 ici et un autre ici, ça fait 2. 2 ici, on est bon, pas de souci, elle est déjà équilibrée. On a des coefficients à chaque fois 1, 1, 1, 1. Ah oui, parce que si on n'a pas mis de coefficient, ça ne veut pas dire qu'il y en a 0. Ça veut dire qu'en fait, c'est un coefficient 1. Donc je pourrais, à la limite, dire il m'en faut un de chaque. Sauf que ça va nous embrouiller, ça va alourdir les équations, et puis nous on est un petit peu feignants, donc on n'a pas envie de se surcharger de travail bêtement. À chaque fois que le coefficient sera 1, tout simplement on ne l'écrit pas. Comme ça on gagne de la clarté, on gagne de la place, on gagne du temps, on gagne de l'énergie, c'est bien mieux. Donc voilà 4 exemples que vous devez connaître d'équations de réaction. Alors un autre point qu'on va voir là sur ces transformations chimiques, c'est le fait des effets thermiques. Il faut savoir que la plupart des réactions qu'on va observer vont faire varier leur température. C'est-à-dire qu'au sein du système chimique, il va y avoir soit une libération de chaleur, ça va chauffer, soit au contraire une captation de chaleur. Cette chaleur, ce qu'on appelle l'énergie thermique, tout simplement, va nous indiquer si la réaction est exothermique ou endothermique. Voilà, deux nouveaux mots de vocabulaire à connaître. Alors, tout simplement, si la température au sein du système augmente, si la température augmente, ça veut dire que cette réaction a libéré de l'énergie. C'est pour ça que ça chauffe. Donc on a libéré de l'énergie. Donc on libère de l'énergie. Donc de l'énergie thermique. Et donc on appelle ça exothermique. Pour s'en souvenir, vous pouvez imaginer que cette énergie va vers l'extérieur du système. Elle a envie de sortir du système, c'est pour ça que ça chauffe. Donc c'est ce qu'on appelle une réaction exothermique. Et la deuxième, c'est le contraire tout simplement. Si la température du système diminue, ça veut dire qu'elle a capté de l'énergie thermique à l'extérieur, elle en a pris, elle en a eu besoin si vous voulez, donc ça va refroidir, elle va avoir besoin de capter, d'emprisonner de la chaleur et de l'énergie thermique, et c'est ce qu'on appelle une réaction endothermique. Alors attention, exothermique, endothermique, ça ne veut pas dire qu'on part de quelque chose à 20 et quelques 25 degrés dans un labo et qu'on arrive à 15 000 degrés ou à moins 300. Ça peut être des variations faibles, mais quand même, il peut y avoir une variation de la température. Soit la température augmente, on est dans le cadre d'une réaction exothermique, soit la température diminue et on sera dans le cadre d'une réaction endothermique. Petit paramètre qui va jouer justement sur cette variation de température, c'est la quantité de matière qu'on a mise au départ du réactif limitant.
C'est-à-dire que vous vous rappelez, hein, l'histoire du réactif limitant, c'est celui qui va faire que la réaction doit s'arrêter parce que il n'est plus présent, il a été consommé intégralement. Donc ce réactif limitant, si j'en mets un tout petit peu, la réaction va se faire un tout petit peu. Donc forcément, la variation d'énergie peut se faire ressentir. Par contre, si je mets beaucoup de réactifs limitants, la réaction va avoir le temps de beaucoup se faire, et donc soit de beaucoup libérer d'énergie, soit de beaucoup capter d'énergie. Donc on verra un changement de la température beaucoup plus impressionnant.